Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial ? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1978, l'Argentine entre passion et controverse. Aujourd'hui, direction l'Argentine pour une Coupe du Monde aussi passionnante sur le terrain que controversée et en dehors. 1978, une édition marquée par la ferveur populaire, les exploits de Mario Kempes, mais aussi un contexte politique extrêmement tendu. Après la révolution tactique des Pays-Bas en 1974, c'est la Coupe du Monde qui s'installe en Argentine. Pour en parler, nous accueillons Claude Requena, qui est le président du district du Gers de football et membre de la Ligue Occitanie. Bonjour Claude. Bonjour Alain, bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir de m'entretenir avec vous et de parler football et Coupe du Monde, surtout en cette période idéale puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et Canada. Alors Claude, quelques mots un peu avant qu'on démarre directement la Coupe du Monde sur ton district. Oui, mais c'est avec plaisir. Donc voilà, j'ai la chance et l'honneur d'être président depuis 7 ans d'un district de 6 000 licenciés. Le district du Gers, c'est un district rural avec comme club phare le club d'Auch Football qui a retrouvé la R1, une cinquantaine de clubs et beaucoup, c'est d'ailleurs le premier sport départemental et donc on est très fiers avec, je dirais, une qualité et une convivialité qui fait honneur au football. Claude, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette chronique Coupe du Monde. Dans 1978, reste une Coupe du Monde très particulière dans l'histoire du football. Pourquoi, à ton avis ? Déjà parce que cette Coupe du Monde se déroulait dans un pays de football. Je pense que l'Amérique du Sud et notamment l'Argentine, c'est vraiment des terres de football, mais il y avait également en parallèle un contexte politique extrêmement lourd avec la dictature militaire argentine. Avant de parler un petit peu de ce contexte, l'Argentine accueille cette Coupe du Monde. Pourquoi c'est si particulier ? Parce que l'Argentine est alors dirigée par une junte militaire arrivée au pouvoir en 1976. Le général Videla gouverne le pays d'une main de fer et donc le football est arrivé peut-être à point nommé pour être un formidable outil de communication pour le régime. Mais voilà, donc c'était dans ce contexte un petit peu particulier que se déroulait cette Coupe du Monde dans un pays hostile aux droits de l'homme. Malgré tout ça, tout ce qui se passait autour, bien évidemment, de cette Coupe du Monde, le pays va vivre intensément cet événement. Et oui, comme je le disais en préambule, c'est vraiment un pays de football avec de très très grands joueurs, avec de belles équipes, donc l'ambiance est incroyable et le football devient une immense source d'unité populaire en cette période compliquée. Sportivement, Claude, est-ce qu'on peut rappeler combien d'équipes participent à cette édition ? Oui, alors cette édition, contrairement à celle que nous vivons, il y avait uniquement 16 équipes où on retrouvait bien sûr les grandes puissances telles que l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, championne du monde en titre, les Pays-Bas finalistes et donc aussi l'Italie et la France qui retrouvait bien sûr, et vraiment on était très heureux à ce moment-là, elle retrouvait après beaucoup d'années, 12 ans d'absence, la Coupe du Monde. Et donc, au total, il y avait quand même, sur les 16, 10 pays européens, ce qui était quand même montrer la qualité aussi du football européen. Et une
particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle se jouait donc en 4 poules de 4 pays. Les 2 premiers étaient qualifiés évidemment pour participer à un deuxième tour, mais pas un deuxième tour éliminatoire comme on a l'habitude de voir, mais 2 autres poules de 4, dont les 2 premiers pouvaient disputer la finale et devenir champion du monde. Cette Coupe du Monde marque surtout le retour de l'équipe de France, tu l'as dit, sur la scène internationale. Bien sûr, elle avait une saveur, je dirais pas particulière, mais une saveur supplémentaire, puisqu'on retrouvait sous la direction de Michel Hidalgo une nouvelle génération. On retrouvait des joueurs qui vont derrière après commencer une très très belle aventure pour le football français. Je pense notamment à Michel Platini, Dominique Rocheteau, Maxime Bossy, Didier Six, Jean Petit ou Marius Trésor. Ça a été pour eux, je dirais, la première étape avant de vivre et nous faire vivre des moments extraordinaires comme sait le faire le football et uniquement le football. Oui, la France, on le rappelle, n'était pas plus participée à la phase finale depuis 1966 avec la victoire des Anglais. C'était déjà un grand moment d'attente. C'est ça, mais la presse, bon voilà, elle devait un petit peu redémarrer avec une nouvelle génération, redémarrer un petit peu le football au niveau international, et elle a bien fait, mais elle avait un groupe extrêmement difficile avec évidemment l'Argentine qui était le pays hôte, et évidemment l'Italie qu'on ne présentait pas à ce moment-là, et la Hongrie. Donc ça a été assez compliqué avec un début de Coupe du Monde qui a vu les Italiens malgré que Bernard Lacombe a eu, comment dirais-je, l'immense honneur de marquer le but le plus rapide avec de la Coupe du Monde, et des Bleus avec après seulement 31 secondes, mais bon voilà, l'expérience italienne a fait qu'ils ont su renverser la vapeur. Vient ensuite le fameux match France-Hongrie. Effectivement, je me souviendrai toujours de ce match. Pourquoi ? Parce que ce match avait quelque chose de particulier, d'anecdotique. Je pourrais dire que dans le Gers, on aurait pu vivre ça, des équipes qui oublient les maillots, qui ont les maillots de la même couleur, et c'est vrai que voir les Bleus jouer en, si je me trompe pas, en vert et blanc, avec jeu de maillots que leur a prêté le club local de l'Atlético Kimberley. Donc c'était assez particulier pour croire que c'était une bonne chose, puisque ça portait bonheur à nos Bleus, puisqu'il emporte 3-1. Michel Platini inscrivant son tout premier but en Coupe du Monde, et heureusement pas le dernier. C'est une image devenue mythique dans l'image du football. Ils ont pris la couleur des Verts, c'était la période justement chérie des Verts de l'époque. Donc finalement, voilà, ça leur a permis, ça leur a probablement, comme tu dis, porté bonheur. Et puis en fait, arrive après ce match, il y a eu le match contre l'Argentine. Mais oui, ce match contre l'Argentine, c'était à qui tout double. Mais quand on sait la ferveur qu'il y a dans les stades argentins, devant 70 000 spectateurs acquis à la cause albi-céleste, c'était compliqué. Et les Français, je trouvais, parce que j'ai encore quelques souvenirs de ce match, j'ai trouvé les Français qui n'ont pas été ridicules, ils ont été même tout à fait à la hauteur, et ils ne s'inclinent que sur le score de buts 1, mais malheureusement le système de qualification fait qu'ils terminent 3e et donc sont éliminés de la Coupe du Monde. Mais par contre, et c'est ce qu'il faut retenir, on sent que c'est une génération qui laisse entrevoir un réel potentiel pour les années à venir. La France éliminée, il nous reste. Quels sont les grands joueurs finalement de cette Coupe du Monde, si tu te souviens bien ? Moi je me rappelle, déjà, on va pas commencer par tout bien, tout honneur par les Argentins. Il y avait bien sûr Mario Kempes, mais moi j'ai surtout vu un très très grand capitaine, un défenseur central, Daniel Passarella, un leader d'équipe, un joueur qui n'était pas très, c'était pas un joueur spectaculaire, mais d'une très grande rigueur, d'une très grande efficacité défensive, et un meneur d'homme, un leader. Et j'ai vu aussi des joueurs comme Reisenbrink, comme Johannes Kens, Michel Platini, Zico, qui eux avaient quand même des caractéristiques différentes, qui étaient plutôt, je dirais, des artistes offensifs du football moderne. Alors, il y avait bien sûr Mario Kempes aussi, qui est devenu la grande vedette du tournoi, qui a lui marqué 6 buts.
Mario Kempes, qui est, je ne pouvais pas l'oublier, je ne devais pas l'oublier, puisqu'il est devenu, ça a été pour lui une Coupe du Monde qui a fait qu'il est devenu une grande vedette du tournoi avec ses 6 buts, à la fois le meilleur buteur et surtout le meilleur joueur de la compétition. Ça a été le créateur, le buteur, ça a été le plus de l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Claude, on va évoquer quelque chose d'important, une fameuse polémique, le 6-0 contre le Pérou, dans ce fameux match Argentine-Pérou. Voilà, c'est des moments pas très sympas, pas très fair-play. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qui s'est passé ? Je dirais que si ça se passait actuellement, ça ferait scandale. Les réseaux se seraient bien occupés de l'affaire, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est sûr que décaler ce match pour des raisons peu évidentes et surtout inavouables, a permis à l'Argentine de connaître donc le résultat du Brésil qui a joué donc avant et de pouvoir mettre toutes leurs chances, ses chances de son côté pour finalement l'emporter 6-0 face au Pérou. Mais voilà, est-ce qu'il fallait que l'Argentine sur ses terres pour aller jusqu'au bout de tout ce qui devait se faire pour aller jusqu'au bout du sportif, mais aussi du politique, devait avoir une place en finale? Je laisse chacun libre de penser et d'interpréter ce qu'il ressent. Alors oui, il faut rappeler, Claude, pour nos auditeurs, que c'était lors du second tour et l'Argentine devait absolument battre le Pérou avec au moins 4 buts d'écart pour dépasser le Brésil à la différence de but. C'était l'enjeu, il était là. Et bien sûr, contre toute attente, les Argentins s'imposent 6-0, ce qui est une victoire qui est pleine de suspicion quand même, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, Laurent, c'est que je laisse l'entière liberté à chacun de se faire son opinion, mais en fait, c'est vrai qu'on peut penser que ce match a été décalé et qu'il n'a pas fait honneur à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éthique et le fair play. Oui, tout à fait. Alors, nos Argentins sont qualifiés pour cette finale, on va dire mémorable. C'est le 25 juin 1978. L'Argentine affronte les Pays-Bas qui sont à nouveau de retour après leur défaite face aux Allemands 4 ans plus tôt. Ils sont au stade monumental de Buenos Aires. Comment se déroule cette rencontre, Claude ? Alors, cette finale, bon, déjà, elle est extrêmement magnifique. L'Argentine ouvre le score par l'inévitable. Le grand Mario Kempes et les Néerlandais arrivent à égaliser, même s'ils sont, je dirais, un petit peu dominés, arrivent à égaliser à la 82e minute par Dig Naninga. Et donc, on en est arrivé après un tir sur le poteau dans la fin du temps réglementaire de Rob Reisenbrink. On en est arrivé à ces fameuses prolongation où à la 105e minute, encore une fois, Mario Kempes redonne l'avantage à l'Argentine, donc et puis Daniel Bertoni, c'est un 3e but à la 105e minute, ce qui nous amène à une victoire de l'Argentine sur le score de 3-1. On peut pas dire que la victoire a été volée, mais c'est vrai que j'avais mal au cœur. Il y a des choses qui m'ont marqué sur cette finale. C'est la tristesse des Néerlandais qui 2 fois de suite échouent en finale en réalisant vraiment de beaux matchs, en mettant en place un nouveau schéma de jeu, une nouvelle tactique offensive qui était de bon augure et qui soit reprise par d'autres pays dans les années futures. Mais voilà, j'avais un petit peu mal au cœur, mais c'est vrai qu'il y avait une super ambiance. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué au moment de cette finale et sur le terrain, que ce soit dans les prolongations et autres, c'est les papelitos, tous ces papiers qui arrivaient de partout, qui faisaient vraiment, c'était magnifique, quoi. En dehors du contexte, cette finale était magnifique et j'ai ces papelitos en tête qui m'ont marqué par rapport à d'autres finales, quoi. Ouais, c'est sûr que c'était toute cette génération que Johan Cruyff avait porté avec les Johnny Rupp, les Reisenbrink derrière. Et c'est sûr qu'on était un peu déçus pour les Pays-Bas qui avaient déjà perdu de très peu la finale 4 ans avant. On avait un petit peu mal au cœur pour eux, oui, tout à fait. Et pour compléter, Johan Cruyff n'y était pas. On sait pourquoi. Il avait refusé de jouer à cause du contexte politique cette Coupe du Monde, et en contrepartie, il n'y avait pas non plus Maradona, considéré par l'entraîneur Menotti trop jeune à ce moment-là
pour participer à la Coupe du Monde. Donc, une ancienne idole et une future qui était absent, mais bon, ça n'a pas empêché l'Argentine de gagner et de réaliser une belle perf en finale. C'était sa première Coupe du Monde de son histoire. Alors, quel héritage, selon toi, cette Coupe du Monde a-t-elle laissé ? Alors déjà, on connaissait le Brésil dans l'Amérique du Sud, mais là, l'Argentine est devenue définitivement, le football argentin est devenu parmi les grandes nations, évidemment d'Amérique du Sud, mais également européennes. Les Pays-Bas ont confirmé, malgré une deuxième finale perdue, toute leur qualité. Et il ne faut pas oublier la France. La France, c'est surtout le début d'une formidable aventure. Comme je vous le disais en début d'interview, cette génération va grandir ensemble. 6 ans plus tard, elle remporte le championnat d'Europe en 1984. Elle atteindra les demi-finales de la Coupe du Monde 82-86. Donc cette Coupe du Monde 1978 était une étape fondatrice pour notre football international, bien sûr. Et s'il y a eu la confirmation de l'Argentine, la confirmation également des Pays-Bas, on peut dire que la France, avec cette génération, était bien partie pour réaliser de belles choses dans les années futures. Alors Claude, lorsqu'on regarde finalement cette Coupe du Monde avec un peu de recul aujourd'hui, quel souvenir tu gardes de cette Coupe du Monde ? Je garde le souvenir de l'éclosion de Mario Kempes, ça c'est une évidence. On ne le connaissait pas, ce joueur puissant, physique, technique, aux cheveux longs. C'était un nouveau style de joueur. J'ai gardé quand même l'ambiance de tous ces stades argentins qui étaient, même si on n'en doutait pas, c'est un pays, les supporters sont vraiment c'est un pays de footballeurs, un pays de supporters, c'était vraiment, c'était superbe. Mais on peut aussi voir que, encore une fois, le sport, et notamment le football, ont su passer au-dessus d'un contexte politique. Je dis pas qu'ils l'ont éliminé, je dis qu'ils ont coupé du contexte politique peut-être certaines idées reçues et ont montré que le football était capable d'apporter un plus et d'apporter de la joie, de la bonne humeur, de l'émotion à tout un peuple. 1978, Coupe du Monde passionnante et complexe, on va résumer comme ça. Le premier sacre de l'Argentine, une finale spectaculaire remportée 3-1 grâce à un doublé de Mario Kempes et un but de Daniel Bertoni, mais aussi une édition marquée par les débats et le contexte politique de l'époque. Merci beaucoup Claude pour ton analyse de cette Coupe du Monde et ton éclairage passionnant. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. On sait que les présidents, surtout en cette période de mois de juin, sont très occupés. En tout cas, j'apprécie que tu aies pris un peu de temps pour nous et puis que tu participes aussi à cette belle aventure de transmission de cette histoire de cette Coupe du Monde. Ça me paraissait important de vous associer. Je voudrais à mon tour te remercier, Laurent, d'avoir pensé à mes collègues, au président de district, à la Ligue de football d'Occitanie. C'est vrai que, comme tous mes collègues, on est passionnés, je suis passionné. C'est vrai que tant qu'il y aura des moments, des échanges comme ça, des chroniques comme tu présentes, comme tu as mis en place, ce sera toujours un plaisir de participer et ça sera pour moi une façon de parler vraiment de sport et de football et je t'en remercie encore une fois pour tout ce que tu fais pour le football en général. Merci en tout cas, je prends note et j'envoie ça à toute la petite équipe de Et si on parlait de sport. Voilà. N'oublie pas, de transmettre ça à toute ton équipe, l'équipe qui travaille autour de toi. Continuez, c'est super, faire vivre le football comme vous le faites. Merci beaucoup. Dans notre prochaine chronique spéciale, nous partirons en Espagne, Claude, pour revivre la fameuse Coupe du Monde 1982, celle du Brésil de Zico et de l'Italie de Paolo Rossi, du début de l'épopée du fameux carré magique français. 82, c'est aussi le drame de Séville, Paolo Rossi et une Coupe du Monde entrée dans l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, et si on parlait de sport ?